Bonjour, on est le 1er mai 2019, la fête internationale euh, des travailleurs et des travailleuses. Je rappelle que un travailleur, c'est un salarié du domaine de l'industrie, voilà, et que, bon, pas confondre la journée du travail et la journée euh, des travailleurs. La journée du travail, bien que ça se confond, hein, ça peut se confondre dans certains pays. Voilà, la fête, le 1er mai, la fête des travailleurs. La fête internationale des travailleurs. Euh, donc c'est une fête internationale. Contrairement à la fête du travail, peut-être, je veux dire, qui provient déjà du XVIIIe siècle et qui peut être instaurée à des dates différentes. Pas forcément le 1er mai. Voilà. Et la fête des travailleurs, ben, ce n'est pas la même chose que la fête du travail. Parce que la fête du travail, c'était pour fêter les réalisations des travailleurs. Par contre, la fête du travail, la fête du travail qui est née au XVIIIe siècle, qui fêtait la réalisation des travailleurs, alors que la fête internationale des travailleurs, euh, c'est la fête, je veux dire, de l'évolution des 8 heures, voilà, des 8 heures de travail au niveau des syndicats. Voilà. Et là, ça a été fait au XXe siècle. 20e siècle. Bon, ceci étant dit, c'est ça, c'est pour la petite histoire. Je vais faire une petite vidéo sur la dilatation des liquides. La dilatation des liquides. Bon, il faut tout. Quand je parle d'un état, qui est l'état liquide, je suis obligé d'associer à côté de lui l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Il y a encore un autre état qui est l'état plasma qui est obtenu à partir d'ionisation d'un gaz. Et si on veut passer du plasma au gaz, désioniser le plasma. Mais ici, ça ne m'intéresse pas. Je vais voir voilà, la dilatation des liquides en mettant en relief les lois relatives qui existent pour les solides et les gaz. Bon. Tout d'abord, pour les solides, il existe la dilatation linéique, la dilatation surfacique et la dilatation volumique. La dilatation linéique, on sait bien que c'est la longueur finale vaudra la longueur initiale fois un coefficient de dilatation fois le delta t plus la longueur initiale. Voilà. La surface initiale pour une surface sera la surface initiale fois 2 fois le coefficient de dilatation fois delta plus la surface initiale. Et le volume final vaudra le volume initial fois 3 alpha delta t plus le volume initial. En d'autres termes, ici je peux mettre en évidence, hein, vous comprendrez qu'à chaque fois je peux mettre en évidence, je vais faire la mise en évidence pour le volume final, ici. Donc ça va donner VI 1 plus 3 alpha delta T. Voilà. Ça c'est la variation de volume. Enfin, c'est le volume final à partir du volume initial. Voilà. Et c'est un polynôme du premier degré. Hein. Voilà, c'est tous des polynômes du premier degré. Bon, en ce qui concerne les liquides. Bon, on sait bien que la différence entre les liquides et les gaz, c'est que les liquides, les solides, justement, on appelle solides parce qu'en fait, justement, ils ont des forces d'interaction plus costaudes. C'est-à-dire qu'ils ont des forces de liaison qui sont assez fortes. Par contre, les forces de liaison dans le liquide sont plus mollasses. Mollasse, c'est moins forte. Et donc, les particules, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles roulent. Donc, ce qui veut dire qu'il faut les contenir dans un contenant. Donc, il y a le contenu qui sera le liquide et le contenant qui sera d'office solide. Donc, le problème, c'est que quand on va aborder le liquide, il faudra ne pas faire abstraction du contenant qui est solide. Alors, pour les gaz, c'est pareil. Un gaz, il n'y a pas de force d'interaction entre les particules. Donc, en fait, ils sont libres de tout mouvement. Mais il faut les contenir aussi dans un solide si on veut les confiner dans une forme définie. Donc, là aussi, on aura le contenu et le contenant solide.
Ce qui veut dire que dans la dilatation des solides, ben, on tient compte que d'un seul état de dilatation, qui est la dilatation du solide. Par contre, ici, il y a deux aspects à prendre en compte, puisqu'en fait, quand on parlera du liquide, ben, il y aura le contenu qui va se dilater, mais le contenant sera susceptible de se dilater aussi. Ce qui est vrai pour les liquides sera vrai pour les gaz. Et je rappelle que les solides et liquides sont des états condensés, alors que liquides et gaz sont des états fluides. Alors, les solides et les liquides sont très faiblement compressibles, pour ne pas dire incompressibles, alors que les gaz sont fortement compressibles. Et ici, je vais voir la dilatation à pression constante. Voilà. Donc, on va voir les lois de la dilatation pour les liquides. Pour les gaz, ça va déjà été fait. Pour les gaz, c'était la loi de Charles. Et si on se rappelle, la loi de Charles, c'était le volume final vaut volume initial fois bêta delta T plus le volume initial. En d'autres termes, c'est le volume initial 1 plus bêta delta T. Voilà. Donc ici, autant dire que c'est la même loi que celle-ci. C'est la même loi que celle-ci, hein, qu'on peut apercevoir ici, au niveau du volume. Oui, ici, on n'aura qu'une dilatation, non pas pour les liquides, on n'aura pas de dilatation comme c'est contenu dans un solide volumineux d'un certain volume, donc on n'aura qu'une dilatation volumique. Donc ici, c'est une dilatation volumique, donc on aura un volume final. Et là, on aura une dilatation aussi volumique pour les gaz, donc un volume final, puisqu'il est contenu dans un solide. Donc on ne parlera pas de dilatation linéique et surfacique pour les liquides et pour les gaz. On ne parlera que de dilatation linéique pour les solides et surfacique pour les solides, mais pour la volumique, on parlera pour la volumique pour les solides, les liquides et les gaz. Alors ici, je viens de voir la loi de Charles qui est ressemblante à celle-ci. VI bêta plus fois delta T plus VI. Bon, il faut savoir qu'ici, le bêta vaut 1 sur 273.15, quel que soit le gaz. C'est le coefficient de dilatation du gaz. Il vaut l'inverse de 273.15, quel que soit le gaz. Alors que le alpha ici, il dépend de plusieurs choses. Il dépend la masse volumique, alpha, le coefficient de dilatation, dépendra de la température et du corps en présence. Alors que là, il ne dépend pas du corps en présence, puisque le gaz, quel que soit le gaz, le bêta il sera toujours le même. Alors que là, le alpha dépendra du corps. Donc il faut des tables. Il faut aller voir dans des tables pour des températures données. Généralement, dans les tables, c'est donné pour une température de 0 degré Celsius. Voilà. Bon, maintenant qu'on connaît la loi pour... ici, le 3 alpha, je peux l'appeler mu. Hein. On sait bien que si je remplace 3 alpha par mu, on sait bien que si je dis que mu vaut 3 alpha, ben j'aurai mu delta t. Là, on voit la ressemblance des lois. Hein. Ici, on a mu, coefficient de dilatation qui vaut 3 alpha. 3 fois le coefficient de dilatation d'un corps, pris à 0 degré, si c'est des tables qui sont données à 0 degré. Voilà, et là, on voit bêta. Là, on a mu, là, on a bêta. Et là, le bêta, il est constant pour les gaz. Alors, voyons voir pour les liquides comment ça va. Mais tout d'abord, j'ai une petite remarque à faire concernant les gaz. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que pour voir la loi de Charles, j'avais pris un ballon. Voilà, une espèce de ballon comme ceci. À l'intérieur, composé d'un gaz. Et ici, il y avait un index mobile. Et là, bien sûr, vous comprendrez qu'il y a une fameuse graduation.
Alors, l'index était mobile. Le fait d'avoir mis ses mains sur le ballon, donc il était rempli d'un gaz, le fait d'avoir mis ses mains sur le ballon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le gaz s'était dilaté, donc l'index ici avait bougé d'une position, il était à une position A, cet index, comme le gaz s'est dilaté, il a poussé sur l'index pour amener par exemple ici l'index ici. Voilà, et donc là maintenant, on se retrouve à une position de l'index qui est en position B. Et donc là, j'ai une variation de longueur de A à B, delta L, mais si je connais la section de la tuyauterie ici, bien, on sait bien que si la section est constante, S fois delta L me donne delta V, variation de volume. Et je rappelle que la variation de volume, c'est le volume final moins le volume initial. Voilà. Donc ici, rappelez-vous que je vous donnais uniquement le volume final. Hein. Le volume final. Si vous voulez la variation de volume, vous faites VF moins VI. Si vous faites, par exemple, si je veux prendre pour les gaz, si je fais VF moins VI, eh bien j'ai delta V. Et delta V vaudra VI bêta delta T. Bon, alors si on se rappelle de ceci, le fait de simplement de mettre ses mains, il y a une dilatation et donc du gaz, et donc voilà, il y a une variation de longueur qu'on pouvait lire, et donc une variation delta V. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord le gaz qui va se dilater. Et puis c'est le ballon en verre. Ensuite c'est le verre. Bon, mais c'est pas avec mes mains un peu chaudes qui va faire en sorte que ça va se dilater beaucoup le verre. Hein. Donc c'est le gaz qui se dilate et puis le verre. Donc autant dire que dans un temps bien précis, mais le verre ne va pas interagir. Donc c'est-à-dire que le ballon, ballon ou le verre, le ballon en verre, hein, parce que c'est un ballon en verre qui constitue le solide, ben, le solide n'est pas pris en compte parce que le gaz va se dilater en premier. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ce qui veut dire que la loi de dilatation des gaz ne tiendra pas compte de la dilatation du solide. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Bon, maintenant voyons voir pour les liquides. Il est toujours dans un contenant. Est-ce qu'on a la même chose pour les gaz? Mais non, vous comprendrez que ce n'est pas la même chose. Si je prends toujours un ballon qu'on retrouve dans les laboratoires de physique ou de chimie, avec un fin tube, très fin tube, voilà, toujours avec une graduation, bon, bien sûr, en général, les mesures se font à 0 degré. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les coefficients de dilatation vous sont donnés à 0 degré. Donc, en fait, on essaierait d'avoir un laboratoire à 0 degré. Et puis après, on ferait la dilatation par rapport à un apport d'énergie. Mais avant ça, on mettrait un liquide. Puisqu'en fait, on étudie la dilatation des liquides. Et je mettrais un liquide coloré. Coloré pour mieux voir l'évolution. Supposons qu'à 0 degré, il est en A, position à l'échelle graduée, il est en A.
Bien, pourquoi? Parce que la couleur permet de voir l'observable. Parce que le plus difficile, c'est quand on ne sait pas observer, notamment dans le microscopique. Là, il faut aller vers, je veux dire, des manières de penser qui sont différentes que dans l'observable. Ici, tant mieux, on peut observer, donc profitons pour que le liquide soit coloré, qu'il soit très visible au niveau de l'observation et avec une échelle. On prendrait par exemple un liquide qui serait très sensible dans le sens où une petite variation de température va amener une grande variation de volume. Hein, pour avoir un grand écart, avoir une bonne lecture. Voilà, plus c'est sensible, mieux je pourrais aller lire correctement, je veux dire, les valeurs au niveau de l'échelle graduée. Voilà, maintenant, supposons qu'on fasse le labo, on est à 0 degré, on l'est stabilisé pour avoir ce qu'on appelle un équilibre thermique. Voilà, un équilibre thermique avec l'extérieur. Voilà. Pas mettre ses mains dessus d'office, parce que là, le fait de mettre ses mains, on n'a plus d'équilibre thermique. Ouais, il faut laisser reposer ça avec l'environnement extérieur pour avoir un bon équilibre thermique. Bon, vous pouvez mettre un bouchon ici, c'est pas. Voilà, vous pouvez refermer et mettre un bouchon. Voilà. Maintenant, il y a moyen de voir les choses autrement. Hein. Je peux mettre un coulisseau ici, mais enfin, vaut mieux pas mettre ça, un coulisseau, parce que si on met un coulisseau, il faudrait voir la force que ça a développé sur le coulisseau pour qu'il puisse monter. Et si la dilatation n'apporte pas une force suffisante sur un coulisseau faiblement très léger, par rapport à un coulisseau très léger, qui pourrait remonter, à ce moment-là, bon, ça sera embêtant. Bon. Donc ici, je vais éviter le coulisseau, mais je prends tout simplement le remplissage d'un volume de, comment on appelle ça, d'un certain liquide que je mets en couleur, enfin coloré, voilà, un liquide coloré, et qui est sensible au niveau de la variation de température, d'un degré de variation de température. Bon. Après avoir stabilisé, je veux dire, voilà, le ballon, c'est-à-dire atteint un équilibre thermique, à ce moment-là, je vais l'immerger dans un bain chaud. Un bain chaud, c'est-à-dire un bain, si dans ce cadre-ci, je prends de l'eau bouillante. De l'eau bouillante, c'est-à-dire qui est à 100 degrés Celsius. Donc, on va mettre en contact une source de chaleur qui est la cause, euh, une cause qui est la chaleur qui va créer un effet qui est une variation de température. Mais cet effet dû à la cause de l'apport de chaleur, mais cet effet de température va créer, si vous voulez, elle va redevenir la cause de la création d'un nouvel effet qui est la dilatation, c'est-à-dire une variation. Ici, c'est pas une longueur, mais une variation de hauteur. On va voir des variations de hauteur. Et je vous rappelle qu'ici, variation de hauteur, c'est synonyme ici, puisque vous avez une section, variation de hauteur, delta H, fois S, va donner la variation de volume delta V. Delta V sera delta H fois S. On n'a pas une variation de longueur parce que je ne suis pas voilà, sur une gradation horizontale, mais sur une graduation verticale. Donc on parlera plus de hauteur. Donc delta H fois S. Voilà. Donc ici, là, le delta T, variation de delta T, va devenir une nouvelle cause pour créer un nouvel effet qui est une dilatation. Mais le problème, c'est qu'on aura deux dilatations. On aura une dilatation du verre en premier et puis du liquide en second. Donc ici, il faut tenir compte du solide parce qu'il va se dilater en premier et puis le liquide en second. Contrairement au gaz, il se dilatait en premier et le solide en second. Donc le solide, à un temps T, on pouvait éliminer l'effet du solide parce qu'il n'intervenait qu'après un certain temps de lecture qui avait déjà été fait pour la lecture de la dilatation du gaz. Alors que ici, c'est d'abord le solide qui va intervenir en se dilatant, donc le ballon va se dilater d'abord et puis c'est le liquide. Bon, et en conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une dilatation, mais une dilatation de quoi? Mais d'abord du solide, dilatation du solide, et puis dilatation du liquide. Bon. Ceci va engendrer, comme le solide qui est le ballon, mais il va augmenter de taille. Je vais exagérer ici au niveau de la taille. Voilà une dilatation. Voilà. Donc ce qui veut dire que le volume a augmenté.
Si le volume a augmenté, vous comprendrez que le liquide qui était ici, ben, il va reprendre le volume, le nouveau volume pour se retrouver ici. Mais comme le nouveau volume est plus grand que l'ancien, ben, donc ici, il va diminuer ici. Par rapport, voilà, il va diminuer comme ceci. On va se retrouver ici. Donc, c'est dire que si vous chauffez ici, tout va se dilater au niveau du verre et ça va redescendre ici. Il va par exemple se redescendre en B. En exagérant, comme c'est sensible, on peut observer correctement, il va redescendre par exemple en B. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, après que le solide s'est dilaté en premier, ben, fatalement, le liquide va se dilater aussi. Donc à ce moment-là, comme il est coincé dans le verre, ben, le liquide va remonter jusqu'à une hauteur C. Donc il y a eu deux dilatations. Voilà. Et la dilatation réelle, elle est ici. Elle va de C à B. Alors que de A à B, c'était le fruit, tout simplement, de la dilatation du verre. Ben vous allez me dire, alors qu'est-ce que c'est que ceci? Mais ça, c'est la dilatation apparente. Donc, on aura la dilatation réelle, voilà, qui est la dilatation totale. Dilatation réelle va aller c'est la dilatation de B à C. B à C. La dilatation du verre, parce qu'ici j'ai pris du verre, c'est la dilatation qui va faire redescendre de A à B. Et la dilatation qui est restante est la dilatation apparente, qui est la dilatation à cause, c'est la dilatation réelle du liquide, mais à cause comment on appelle ça, du verre, ben on va se retrouver avec une dilatation différente, qui est la dilatation AC. Donc là, on a affaire à la dilatation apparente. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est la dilatation réelle. Voilà. Mais je vais mesurer le coefficient de dilatation grâce à la dilatation apparente. Alors, la dilatation réelle, ben, c'est tout simplement la même loi que celle-ci. C'est le volume initial fois un coefficient que je vais appeler, si je l'appelais mu, bêta, je l'appelais gamma réel, c'est la dilatation, coefficient de dilatation du liquide, fois, la variation de température plus le volume initial. C'est les mêmes lois, c'est trois mêmes lois. Quand on regarde bien, c'est VI, VI, delta T, plus VI, plus VI, plus VI fois delta T. Ouais. Là, on a mu, gamma réel et bêta. Bêta qui est constant ici, c'est gamma du liquide. Mais le problème, c'est qu'ici, il faut tenir compte du liquide et du solide. C'est là que je vais scinder les choses en deux parties. La dilatation totale BC est égale à la dilatation de BA plus la dilatation de AC. Alors, dilatation de BC, c'est la dilatation réelle. Donc, j'écris dilatation de BC, c'est les dilatations réelles. La dilatation AB ou BA, c'est la dilatation du verre. Plus, et la dilatation AC, c'est la dilatation, ce que j'ai appelé la dilatation apparente. Donc la dilatation réelle, c'est ce que je viens de montrer. Je viens de montrer que la dilatation réelle, c'est, si je mets en VF moins VI, c'est delta V réel. Voilà. C'est delta V réel. Et équivaut VI
gamma réel fois delta t. Voilà. Bon, donc je vais écrire ceci. Dilatation réelle, c'est delta V réel, vaudra dilatation du verre, c'est la dilatation delta V due au verre, et dilatation apparente, c'est delta V apparent. Donc, ce qui veut dire que la delta V apparent, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement delta V réel moins delta V vert. Et grâce à ça, je peux trouver le coefficient, si vous voulez, le coefficient de liquide, coefficient de dilatation du liquide. Alors comment? Eh bien, si je repars de ceci, delta V réel, c'est égal à... Non, je viens de dire que delta V apparent est égal à delta V réel moins delta V vert. Bon, et delta V réel, je voulais montrer combien ça faisait. Delta V vert vaut VI gamma réel, donc gamma volume initial fois gamma du liquide, hein, le gamma réel qu'il faut rechercher, fois delta T. Voilà. Moins le vert. Ben le vert, c'est ceci. VI mu, c'est juste un solide. Hein. Donc c'est, comme je vais faire VF moins VI pour avoir delta V, donc ce sera delta V vaudra VI mu delta T. Et mu vaut 3 alpha. Donc j'aurai VI mu du vert, c'est-à-dire 3 alpha mu, c'est 3 alpha alpha du vert, voilà, alpha du vert est là, pris à 0. Hein. Voilà. 3 alpha du vert fois delta T. Voilà que vaut la variation de volume apparent. Donc, ce qui veut dire que si je fais un laboratoire, je vais passer de 0 à 100 degrés. De 0 à 100 degrés. Voilà, je vais passer de 0 à 100 degrés en faisant ceci. Et je vais mesurer tout simplement le volume apparent. Voilà. Et en connaissant le volume apparent, je pourrais trouver, si vous voulez, le coefficient de dilatation du liquide. Alors pourquoi? Parce que ici, la hauteur ici, je vais mesurer ceci, je vais indiquer que c'est la hauteur apparente. Bien sûr, il y a une section. Ici, je peux mettre un bouchon ou pas. Hein. Je ne suis pas obligé de mettre un bouchon. Voilà. Ici, c'est pas important. Voilà. Je peux mettre ici, on a une certaine section du tube de verre. Si je fais, pour avoir la variation de volume apparent, la variation c'est la hauteur fois la section. Donc, si je fais la hauteur apparente, qu'on sait mesurer, parce que bon, j'ai fait le laboratoire en passant de 100 en apportant une chaleur au travers d'une température qui va varier de 0 à 100 degrés, et donc au niveau de la hauteur apparente, ça va monter d'une certaine hauteur. Voilà. Et si je fais fois la section, j'ai le volume, la variation de volume apparent. Voilà. Donc là, j'ai la variation de volume apparent. Donc VI gamma réel
de liquide hein, que je vais rechercher fois delta T. Moins VI 3 alpha delta T. Ça, c'est l'alpha du verre. Donc, si je mets VI en évidence, je vais rechercher le... Je peux mettre une formule comme ceci, hein, même ici, ça ne va pas m'intéresser. Gamma réel moins 3 alpha. Voilà, fois delta T, je peux avoir ça comme formule, mais ici, ça ne m'intéresse pas, cette formule-là. Voilà. Alors, par contre, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais mettre VI et delta T en évidence. Je vais avoir VI delta T, le tout fois gamma réel moins 3 alpha, que je peux noter aussi VI gamma réel moins 3 alpha, et ceci, la différence ici, fois delta T, je regrouperai ça par exemple sur VI epsilon delta T, hein, où epsilon serait l'écart entre les coefficients de dilatation, celui du liquide et celui de 3 fois celui du verre. Donc je fais le liquide, coefficient de dilatation du liquide moins 3 fois le coefficient de dilatation du verre que j'appellerai epsilon. Et là j'aurai la formule de la variation apparente, de volume. Bon. Il suffit d'appliquer ceci. En appliquant directement ceci, vous avez la variation apparente. Par contre, moi, mon but, c'est pas ça. Hein. C'est de rechercher gamma réel. Je vais chercher mon gamma réel. C'est-à-dire gamma du liquide. Bien, pour ça, je vais faire VI delta T, remettre gamma réel moins 3 alpha. Voilà. Je vais diviser la hauteur fois S divisé par VI delta T. Et là, si je rajoute plus 3 alpha, parce que le 3 alpha, il va passer de l'autre côté, plus 3 alpha, et bien là, je trouve la coefficient de dilatation du liquide. Connaissant bien sûr le coefficient de dilatation du verre, hein. Il faut que je connaisse le coefficient de dilatation du verre. Voilà. Ça c'est très facile à obtenir parce qu'il suffit de le faire dilater et de voir quand voilà, et de calculer la longueur de la variation de longueur, la variation de volume. Voilà que l'on a. C'est très facile de trouver le alpha. Et donc je peux trouver le gamma comme ceci. Hein, au travers de la hauteur apparente, je multiplie par la section du tube, divisé par le volume initial fois la variation de température au dénominateur, plus 3 alpha, et j'obtiens le gamma. Généralement, les coefficients de dilatation des liquides sont 10 fois supérieurs à ceux des solides. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se dilatent très vite. C'est ça que je veux dire. Hein. Dans un sens, c'est ce que ça veut dire. Ils se dilatent très vite. Voilà, donc ici, voilà comment rechercher le coefficient de dilatation du liquide connaissant celui du verre. Voilà, et que en somme toutes les lois de dilatation sont, on va dire, les mêmes, hein, si ce n'est qu'il y a des petites légères différences. D'ailleurs, je vais les marquer ici. Ici, je ne vais pas faire pour les surfaces et les longueurs, je vais uniquement faire pour les volumes. Donc, je répète, pour les volumes, sa loi, c'est quoi? La loi V en fonction de T, ben, c'est VF vaut VI 1 plus 3 alpha. Ici, je me suis trompé. Ouais, alpha delta T. 1 plus 3 alpha delta T. Ou si vous voulez, VF moins VI qui est égal à 1 plus 3 alpha.
Si je distribue, c'est VI fois 3 alpha delta T. Voilà, et ça c'est delta V. Voilà. Maintenant, si je fais la même chose ici, mais le delta V vaudra VF moins VI. Là, on aura VI, et j'ai écrit tout à l'heure que c'était gamma réel moins 3 alpha delta T. Et enfin, pour les gaz, delta V vaut VI bêta delta D. Là, on voit les différentes dilatations pour les volumes, pour les solides en volume, pour les liquides d'office, ils seront en volume, et pour les gaz d'office en volume, si ce n'est que le bêta ici, il est constant, quel que soit le gaz, 1 plus 200 sur 273.15. Là, il vaudra 3 fois le coefficient de dilatation du solide. Bien sûr, généralement, on prend la température de 0. Voilà. Et par contre, ici, il faudra faire, c'est les mêmes lois, hein, parce qu'on retrouve toujours VI delta T, VI delta T, VI delta T. Voilà. Bon, le volume initial, le volume final va dépendre du volume initial, ça c'est d'office. Mais si le volume initial au départ est une constante, mais ça va dépendre que de la température. Et voilà. Et si on est à une température donnée, et donc le coefficient de dilatation qui est donné à une température donnée, voilà, parce que alpha dépend de la température, bien sûr, d'office, bien, on aura que le volume est une fonction de la température. Il ne dépendra que ça, parce que ceci, hein, pour une température donnée, il est constant. Le VI, bon, si on n'a pas changé le volume initial, il est constant. Ben voilà, on aura une fonction de la température. Et donc ça, c'est un polynôme du premier degré. Si ça, c'est une constante, celui-ci est pris comme constant, ben on a alpha delta t. Voilà, alpha delta t, c'est une droite. Un polynôme de premier degré, c'est une droite. Donc on a une loi qui serait, on va dire, linéaire, pour autant que le alpha serait constant en fonction de la température. Parce que dès le moment où alpha va changer, voilà. Voilà. Voilà, donc on voit que ces trois lois plus ou moins similaires, voilà, plus ou moins similaires, mais que celui-ci tient compte d'une dilatation des solides, donc il faut enlever ce qui va, je veux dire, refléter la dilatation du solide, moins 3 alpha. Je vous remercie.